J'ai le redoutable privilège de commencer après l'introduction de Frédéric. Je dois vous dire que je me suis au début interrogé, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? En fait, il faut que je parle de ce que nous avons écrit avec Marie-Hélène Cavallino sur l'innovation par le logement mixte et solidaire. Donc je vais essayer d'exposer le plus clairement possible ce que cela signifie dans notre esprit. Marie-Hélène n'a pas pu être là ce soir. En fait, il y a 2 ans, nous étions l'un et l'autre au carrefour, à des carrefours professionnels. Et un jour, en discutant, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu as envie de faire, toi, maintenant ?» Et elle me dit « Moi, je suis écœurée de tous ces gens malheureux qui n'ont pas de logement et je veux faire du bien vivre ensemble. » Bon, et nous sommes partis là-dessus en disant « Ça, c'est chouette comme idée. On va essayer de développer tout ça. » Et on s'est mis à travailler, d'abord à échanger, puis ensuite à rencontrer des tas de gens, des bailleurs sociaux, des promoteurs, des élus, et pour confronter notre vision, si c'en est une, et je crois que c'en est une, en tout cas je l'espère, et de voir comment ça pouvait fonctionner et comment déjà ça fonctionne. Alors, le thème principal, le thème de cette intervention, c'est la mixité sociale et intergénérationnelle appliquée à l'escalier et au palier d'un même immeuble, et non plus seulement à l'îlot, est une réponse à la crise du logement et des villes, une nécessité pour bien vivre ensemble. Alors, je ne vais pas philosopher 3 heures, mais il y a beaucoup de choses en une seule phrase. C'est en effet très ambitieux, il y a plusieurs notions, celle de mixité sociale, d'intergénérationnelle, le concept appliqué à l'escalier et au palier dans un même immeuble, comme une réponse à la crise du logement des villes. Donc je ne vais pas développer la crise du logement et la crise des villes, mais comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, ça passe quand même par brosser, entre guillemets, ou tenter de brosser un tableau assez général de la situation du logement, sans être trop rébarbatif, sans vous ennuyer avec des chiffres, et en partant en fait de l'idée de départ, puisque l'idée de départ c'était comment est-ce qu'on peut bien vivre ensemble, et on en est venu à l'idée qu'on ne pouvait pas développer un argumentaire si nous n'avions pas un concept et si nous n'étions pas capables de contextualiser ce concept à partir de la situation qui est la nôtre à tous en fait, puisque le logement, il y a 1000 façons d'en parler, mais enfin le logement c'est un besoin quotidien et c'est un besoin universel sans aucune exception. Alors, après cette brève introduction, pour moi le logement aujourd'hui, la situation est la suivante. Bon, tout le monde entend parler de crise du logement, d'un nombre de productions annuelles insuffisant, de prix trop chers, notamment dans les métropoles et dans les zones dites tendues, la région parisienne, Lyon et la PACA, c'est-à-dire les régions au PIB le plus important, le plus croissant, et là où il y a tertiarisation, financiarisation et gentrification de l'espace central de ces territoires. Aujourd'hui, on est dans une situation inverse à la mixité. On parle beaucoup de mixité dans les opérations en rue, c'est-à-dire qu'on dit aux gens pauvres, concentrés en général à la périphérie des villes, pour ne pas dire loin des villes, qu'ils sont trop nombreux là où ils ont l'habitude de vivre. Et on est parti sur des démolitions en grand nombre, avec une volonté de mixer, c'est-à-dire de faire venir des populations extérieures à ces quartiers, qui ne sont plus locataires sociaux, de bailleurs sociaux, mais qui accèdent à la propriété avec des prix plus ou moins, entre guillemets, bon marché, puisque éloignés du centre, et puisque mélangés à des gens que l'on n'a pas l'habitude de fréquenter. C'est un mouvement général en Europe, et c'est un mouvement qui prend racine depuis maintenant 35 ans, qui est lié en fait au désengagement de l'État dans le domaine du financement du logement, puisque jusque dans les années 70, l'État, dit Providence, moi je n'aime pas ce mot, c'est l'État redistributeur de ses capacités, qui assure l'équilibre territorial, l'équilibre social
et toutes les valeurs républicaines qui peuvent être déclinées, l'État assurait, avec son outil, la Caisse des dépôts, le financement des logements en très grand nombre, jusqu'à 400 000, 500 000 par an dans les belles années. Aujourd'hui, on a en Europe un mouvement général vers la propriété privée. En Angleterre, en 1980, 30% des logements étaient des logements locatifs sociaux, aujourd'hui 18%. En Espagne, 77% des logements sont privés. En Roumanie, en Europe de l'Est, l'Europe va jusque là-bas, donc il ne faut pas ignorer ce qui s'y passe, même si ce n'est pas très important en nombre, 97% des Roumains sont propriétaires. En Espagne, entre 2007 et 2011, 400 000 biens ont été saisis par les banques, puisque ces nouveaux propriétaires étaient incapables, du fait de la crise, de payer leurs dettes. Donc on a une situation, et en France, on est aujourd'hui dans une situation majoritaire, je ne sais plus trop où j'en suis, de la propriété, puisque 57% des Français sont propriétaires de leurs biens. C'est un phénomène majoritaire depuis 15 ans et qui a commencé depuis la fin des années 80, depuis le milieu des années 80, à se développer sensiblement. Voilà, la situation donc, en France, elle est marquée par une pénurie, d'une part. Il n'y a pas assez de logements compte tenu de la demande croissante, notamment dans les zones tendues. Demande qui a plusieurs raisons, la croissance démographique, la décohabitation, l'immigration, la mobilité géographique, essentiellement. Et donc, on ne sait pas répondre aux besoins. Alors, il y a des années où ça marche bien, des années où ça marche moins bien, parce que c'est lié aux crises économiques successives et rapprochées que nous vivons. Grosso modo, on peut dire que 2016 sera une excellente année de production de logements, et y compris et contre toute attente, donc il faut tout dire et tout voir, et rien n'est simple et rien n'est linéaire, y compris en matière de production de logements sociaux. L'année 2016 est plutôt bonne, c'est-à-dire grosso modo, on tend vers la réalisation des objectifs gouvernementaux de 500 000 logements par an. Ce sera une année exceptionnelle, je ne pense pas qu'on atteindra les 500 000, mais on sera dans une année exceptionnelle, et en matière d'accession à la propriété, vraisemblablement, on va vers un record historique. C'est-à-dire qu'on devrait tendre vers 110 à 120 000 lots vendus dans l'année. Alors ça, c'est la situation du logement, de la propriété et de l'inversion de la situation des années 50 et 60. On est maintenant donc dans une tendance générale de l'accession à la propriété. Alors, moi je trouve que c'est pas bien, voilà, pour le dire franchement, bien que je sois moi-même propriétaire depuis 25 ans, mais je pense que c'est dommage. C'est dommage parce que ça produit d'abord une production à l'accession de masse qui peut être de qualité, mais qui peut être aussi de mauvaise qualité, et qui peut être de plus mauvaise qualité que le logement social. Donc ça, c'est déjà un premier problème, parce que l'objectif de la promotion immobilière, c'est de vendre, de réaliser une marge qui satisfasse l'actionnaire, le banquier, l'entreprise, mais qui n'est pas une réponse aux besoins en termes de surface, en termes de confort, en termes d'innovation, et qui n'est pas non plus une réponse en termes de sécurité pour ceux qui achètent. Si on est 57% de propriétaires et que l'on va, c'est l'objectif affiché, plus ou moins affiché, ça dépend de qui parle, mais c'est bien ce qui se met en œuvre aujourd'hui avec le dispositif, les différents dispositifs. On va vers une frange de propriétaires à 65-70%. Ce qui veut dire que ce sont les plus pauvres, les plus riches sont déjà dotés. Donc qui va acheter pour monter à 65-70% les plus pauvres? Donc le premier risque, c'est le risque de l'endettement de ces acquéreurs, parce que licenciement, perte d'emploi, pouvoir d'achat insuffisant, et voilà, les difficultés de la vie. Donc il y a un premier risque qui est celui de l'endettement. Il y en a un second, c'est celui de la qualité des biens fournis. Et le troisième, c'est celui de la dégradation potentielle et future des copropriétés qui sont fournies, qui arrivent sur le marché. On a des copropriétés de 100 lots, 200 lots, avec des gens qui n'ont pas les moyens de faire face à leurs dettes d'aujourd'hui et aux provisions pour gros travaux demain. Ça, personne ne l'a envisagé, il n'y a pas de plan financier là-dessus. Et ensuite, parce que, compte tenu des dispositifs
de défiscalisation, qui est un moteur de la croissance du bâtiment et de la promotion immobilière, et un moteur de la croissance financière. Le bâtiment, l'immobilier et la finance, c'est plus du tiers du PIB français. Donc la production de logements, c'est important pour que chacun soit logé, pour que chacun soit content lorsqu'il est invité à donner son avis tous les 5 ans, mais c'est aussi très important pour que les entreprises et l'économie fonctionnent. On est passé d'une économie industrielle à une économie tertiaire, financiarisée, et ça a des conséquences très concrètes. D'ailleurs, les cadres qui n'ont pas besoin de manger 3 steaks par jour épargnent. Qu'est-ce qu'ils font avec leur épargne? Naturellement, et à la fois c'est une mode, à la fois c'est rassurant, à la fois il faut penser à sa retraite. Il y a des raisons d'acheter, des raisons objectives. Donc les cadres mobilisent une toute ou partie de leur épargne vers l'investissement immobilier. Je ne dis pas que c'est mal, hein, et j'aurai l'honnêteté de dire que j'en vis aussi. Donc je ne dis pas que c'est mal, mais ça produit, ça peut répondre, ça répand des risques importants pour ceux qui vont y vivre, pour ceux qui investissent, et surtout, ça mobilise de l'argent ailleurs que là où on en aurait le plus besoin, et notamment pour les plus pauvres. Car ce mouvement général européen et français de financiarisation et d'épargne vers l'accession a pour conséquence directe, contrairement à tous les discours, que le logement social, finalement, s'isole de la société. Je cherche la bonne formule pour me faire comprendre. Je crois que dans un slide, c'est peut-être le suivant, mais je ne sais plus où j'en suis, mais ça ne fait rien, je parle de... mais ce n'est pas très important. Enfin bon, plus on isole le logement social, il est déjà stigmatisé par son architecture, pour ce qui est des grands ensembles. Mais le logement social ne se limite pas aux grands ensembles, bien au contraire. C'est là d'ailleurs la grande erreur, parce qu'en réalité, il y a une très grande innovation architecturale et technique grâce à des contraintes légales, mais grâce aussi à une volonté des bailleurs, à l'intervention des locataires et au travail des architectes, pour avoir des logements des ensembles immobiliers plus petits, et qui soient surtout, quand c'est possible, compte tenu des prix du foncier, au plus proche des services de la ville ou de la métropole, c'est-à-dire du centre. Mais là, on rentre dans un débat politique. Où doit-on habiter selon son revenu? Donc c'est une question, vous voyez, quand on parle de logement, il y a plusieurs entrées pour traiter de cette question. Et il y a donc des enjeux politiques énormes qui ne relèvent pas de mon propos. Donc néanmoins, ce mouvement général vers la propriété dite pour tous, où de la France est propriétaire à 70%, fait que ceux qui n'ont pas accès ou qui n'auront pas accès risquent de se sentir davantage isolés, ou en tout cas séparés des autres et du mouvement général. Il y a forcément une frustration. C'est déjà stigmatisé par tout ce qu'on entend sur qui habite, est-ce qu'on y vit bien ou est-ce qu'on y vit mal et pour quelles raisons et comment fonctionne l'économie locale, etc., tout ce que vous connaissez. Mais je pense que ce mouvement vers la privatisation du logement, si on peut dire comme ça, objectivement produit de l'exclusion, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et personne n'y est vraiment attentif, ce qui veut dire que les opérations en rue, par extension, sont vouées à l'échec pour une grande part. Pour démolir des tours, il y a un maire en région parisienne qui vient de prendre, c'est le maire de Gennevilliers, il vient de prendre position pour la première fois et publiquement contre la démolition de 5 tours. Et il dit, voilà ce qui va se passer. D'abord, vous faites partir des Gennevillois hors de la commune, sans leur demander leur avis. Ailleurs, les communes voisines ne les hébergeront pas, donc ils vont aller de plus en plus loin. Donc le pauvre est condamné à s'éloigner du centre de la métropole. Il n'y a pas, pour reprendre l'expression d'un autre maire de la région parisienne, le pire, c'est de ne pas avoir accès aux services de la métropole. Et intrinsèquement, c'est exclusif. Donc, la mixité, c'est à partir de ce constat général, je reviens à mon propos initial, que nous avons cherché à la poser, la mixité est une nécessité si l'on veut équilibrer le développement de la société, que ce soit sur ces territoires, ou que ce soit à travers les générations, ou que ce soit à travers les différentes catégories sociales de la population. Donc elle est
elle est une nécessité pour cette raison d'équilibre et au dogme du tous propriétaire, je n'oppose absolument pas, il ne faut pas qu'il y ait de malentendu, un dogme de la mixité. Ce serait stupide, inopérant. Aucune adhésion ne peut se réaliser sur l'idée que la mixité ou que le social, le logement pire, le logement social devrait redevenir majoritaire. Il y a un mouvement général. Ce n'est pas seulement que les banques le souhaitent, il y a bien des acquéreurs qui le souhaitent aussi, avec toutes les raisons du monde et sans doute les meilleures. Pourquoi d'ailleurs ces raisons on les connaît. J'ai évoqué la retraite et la sécurité. Demain, mon revenu est divisé au moins par 2. C'est mieux de ne pas être locataire et de ne plus avoir rien à payer. OK. Après-demain, éventuellement, si je ne vis pas trop vieux, si je ne suis pas malade, je pourrais transmettre. Voilà. Et puis, l'épargne dont j'ai parlé, la capacité d'épargne, d'orienter vers un patrimoine ou transmissible ou valorisable. Donc ça, ce sont des raisons il y a d'autres raisons, bien entendu, qui poussent à l'accession à la propriété et au développement de celle-ci. Sauf que, pour aller à la France des 70%, c'est vers ceux qui ont le moins qu'on va développer des produits qui seront de mauvaise qualité et on va refabriquer des problèmes demain que la collectivité paiera. Lorsqu'il faudra décider de gros travaux que la copropriété ne pourra pas financer, on laissera, c'est ce qui s'est passé, et je crois que c'est ce qui se passera, surtout plus dans des copropriétés de 200 à 250 unités, ça existe, hein, notamment en région parisienne, dans les grandes régions que j'ai évoquées, ici je ne sais pas, on ira vers des tensions sociales importantes. Et c'est la collectivité qui en paiera le prix ou qui décidera de ne pas le payer. Alors il y a une autre raison pour que la mixité... je cherche mon mot, trouve son fondement. On est dans une phase économique, dans une phase mondiale d'urbanisation, 70-80% d'urbains bientôt, je ne sais plus exactement quand. L'urbanisation, donc besoin de construire. On est dans une phase de densification. On parle de la densification pour faire la ville sur la ville, pour éviter d'étaler dans le cadre du développement durable notamment. Et puis parce que, enfin il y a plein de raisons à ça. Et la densification dans les mots, dans les règlements, c'est les PLU qui permettent de plus densifier, la loi SRU, etc. Ça se fait plus ou moins lentement, on peut penser que c'est rapide, pas rapide, mais enfin ça se fait. Urbanisation, densification et accélération. L'accélération, c'est quoi ? C'est, à mon échelle en tout cas, tel que je le comprends, c'est la multiplication de projets urbains immobiliers de forte intensité, de gros volumes, partout dans le monde. Alors en France, il y a des centaines de projets. Je ne suis pas arrivé à les chiffrer, à les quantifier. C'est tout juste, il n'y a pas une ville sans projet. Parce qu'il y a des friches, parce qu'il y a bien eu une mutation économique, et parce qu'il y a un besoin de loger et de recréer des richesses qui ont été détruites. Après, voilà. Donc, urbanisation, densification, accélération, et accélération dans les faits, et en même temps, nous sommes, en tant que citoyens, consommateurs, habitants et salariés ou actifs, nous sommes pressés, dans les deux sens du terme, nous-mêmes pressés par nous-mêmes et pressés par le mouvement général, pour nous positionner dans ce mouvement de densification, accélération et urbanisation. Et notamment cette course à l'acquisition ou à l'épargne immobilière. Je pense que ce mouvement est un mouvement objectif. Je ne porte aucune appréciation, et il n'y a pas à en porter d'ailleurs. C'est de ce mouvement objectif peut prendre racine la nécessité de la mixité. Car si on accélère la densification et l'urbanisation, elle produit de l'exclusion. Donc si on veut réussir, ou en tout cas maîtriser, ce processus de densification-accélération, la mixité est un facteur de paix, de repos, de rencontre, de bien-être. Voilà, ça c'est la première raison objective de la nécessité de la mixité. La seconde, elle est d'ordre subjectif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit dans la société de nouveau ? En tout cas, ce que moi j'ai envie de voir et qui m'intéresse. On peut voir plein d'autres choses.
l'économie sociale et solidaire. L'importance de l'art et la création culturelle, dans les quartiers, partout. Partout, ça foisonne. Partout, partout, partout. Même le sillon. Le sillon, c'est une façon de montrer le foisonnement. Je ne connaissais pas du tout. Hein. Et on est loin de l'arbre, le maire et la médiathèque, si vous vous rappelez. On est loin de tout ça. On comprend le sens en arrivant ici. Enfin, je crois. Donc, ça, c'est du domaine du ressenti. À la fois, le sillon est un fait objectif. Je parlais d'objectivité et de subjectivité. Mais je veux être dans le subjectif, c'est le ressenti qui est l'envie de faire autre chose, de le faire avec d'autres et de profiter des possibilités nouvelles que sont le numérique, les nouvelles façons de travailler, d'échanger, d'être mobile. Voilà. Le processus objectif et le processus, je ne sais pas s'il faut parler de processus, subjectif, se rencontrent, s'entrecroisent, s'entrechoquent de manière frontale, parallèlement, de manière subtile, peu importe. Ça fonctionne. Ça veut dire que c'est un mouvement réel, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est pour ça que la mixité, ça peut marcher. Et c'est pour ça qu'elle est une réponse, et pas là, évidemment, une réponse à la crise des villes, dans leur contexte de développement, et du logement, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure et des risques de la course à l'accession coûte que coûte à la France des propriétaires. Ça, je crois beaucoup à ça. Alors, non, je vais aller oui, c'est ça. Alors, les aspirations, stratégie urbaine assumée. Alors, une fois qu'on a fait le constat de la situation du logement, entre guillemets, c'est ma façon de voir les choses, et que l'on pointe ces mouvements objectifs et subjectifs, évidemment, il faut se poser la question de comment on fait, comment ça marche. J'ai rencontré des maires, j'ai rencontré, je vous l'ai dit, avec Marie-Hélène, des bailleurs. On a tout, je ne sais pas si on a tout entendu, mais on a entendu des choses intéressantes et diverses. Évidemment, la première, c'est beau, mais ce n'est pas possible. Bon. En général, ce sont les maires, ça. Parce que ce qui est nouveau est un problème. Ou alors, j'ai rencontré un maire qui est un type que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je ne savais pas quoi lui dire. Il me dit, mais j'ai déjà 3 immeubles comme ça dans ma ville, 100 000 habitants. Pourquoi j'en aurais un 4e? Voilà. Voilà, pas plus loin que ça. C'est-à-dire, ça fonctionne et je n'entends rien. Si je n'entends rien, c'est qu'il n'y a pas de problème, donc je ne m'en occupe pas. Et j'ai assez de problèmes comme ça. Ce qu'on peut comprendre. Ça, c'est la réaction d'un ou 2 élus. J'en ai rencontré un autre qui prend sa retraite, qui m'a dit ah mais non, on ne peut pas mélanger. Les gens trop pauvres ne savent plus où ils sont. Ils n'ont plus les pieds sur terre. Donc on ne peut pas faire vivre les gens ensemble. Ça ne va pas marcher. Or, lorsque on questionne, on se rend compte que là où il y a de la mixité, parce que ça existe, on ne sait pas la quantifier, mais ça existe, et ça existe un peu partout. J'étais à Nantes cette semaine, ça existe au Pré-Gaucher dans la nouvelle opération Pré-Gaucher-Malakoff. Il y a également 3 ou 4 opérations de ce type. Ça existe un peu partout, mais c'est marginal. Sur les 25 millions de logements en France, c'est totalement marginal. Eh bien, il n'y a pas de problème. Voilà ce que je retire du questionnement, des questions et des réponses que j'ai pu obtenir. En fait, ce que l'on craint, ce que les gens craignent, enfin les élus, les bailleurs, c'est que, vous savez, dans le logement social, selon son revenu, on est PLAI, plus ou PLS. En gros, en région parisienne, ça fait le mètre carré de 6 à 12 euros, voilà, grosso modo, par mois. Et alors on me dit, celui qui paye 6 euros, celui-là, il ne peut pas vivre avec les autres. Hein. Non, il ne faut surtout pas mélanger, ça ne marchera pas. Bon. Et alors dans ta ville, comment ça marche? Ah ben le pire, c'est les nouvelles copropriétés, c'est-à-dire celles où sont mélangés de fait des locataires d'épargnants, des gens qui ont fait du Pinel, du Duflot, ce que vous voulez, pour défiscaliser. Vous connaissez le principe, hein, vous achetez un bien 100 et tous les ans, pendant une durée donnée, par exemple 9 ans, vous déduisez de votre impôt 2%. Voilà, ça c'est la loi Duflot.
en gros. Ce qui est pas mal, hein. Mais donc vous louez à des loyers plafonnés. Eh bien, ceux qui louent sont plus souvent de passage que les locataires sociaux. Puisqu'ils sont de passage, ils ont tendance, d'après les témoignages que j'ai reçus, il n'y a rien de scientifique, à moins s'impliquer, à moins respecter leurs voisins. Ce n'est pas le plus pauvre qui emmerde les autres. Il ne faut pas croire ça. Et pourquoi d'ailleurs? Mais on n'est pas obligé de croire l'inverse non plus. Je relate ces propos parce que, en fait, s'il y a de la mixité, il n'y a pas d'analyse de la mixité, il n'y a pas de suivi de la mixité. Donc on ne sait pas comment ça se passe. C'est pour ça que je dis, ça se passe bien. Puisqu'on n'en entend pas parler, c'est que ça se passe bien. Alors, assumer. Voilà, j'étais parti de cette idée. Comment assumer et comment aider à développer la mixité pour que ça marche. Alors, il y a cette question de qui on met ensemble. Moi, je n'ai pas de réponse et je n'en cherche pas parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de dogme. Il n'y a aucune raison d'arriver pour voir le camp Habitat ou monsieur le maire de Caen pour dire, ben voilà, le mélange, ce sera 40-60. Je ne sais pas si c'est bien. Ça se discute. Et où est la vérité? 40, 20, 30? Je ne sais pas. Et je n'ai pas besoin de savoir. Et peut-être que quand Habitat dira la réponse est X, et que Marseille Habitat dira la réponse est Y. Et alors? C'est très bien. C'est très bien. Nous sommes divers et il n'y a aucune raison pour que les réponses ne soient pas elles-mêmes diverses. Assumer, ça veut dire qu'on accepte d'en parler et avant de trouver la solution, de poser les questions. On ne trouvera les solutions que si on pose les questions. Si on ne les pose pas, on ne solutionnera rien et on ne pourra pas avancer. Assumer, ça veut dire que, évidemment, moi c'est mon souhait, c'est que les élus portent un projet comme celui-là et qu'ils se discutent à l'échelle d'un territoire, d'un quartier. Lorsqu'il y a un grand projet, la mixité devrait être un sujet en soi et pas seulement un seuil. Moi, les deals, je veux X% de sociaux dans le quartier nouveau. Ça se fait, ça, à travers les chartes promoteurs. Ça demande donc de porter le projet, de l'assumer, et ça demande aussi de la part des bailleurs sociaux une implication qui n'existe pas. Parce que là aussi, pourquoi un problème nouveau? Personne n'est demandeur. Alors, d'ailleurs, j'ai demandé à mes amis de Nantes pourquoi il y avait eu 3 immeubles après Gaucher. Parce qu'il y a eu des démolitions et que dans le quota, c'est leur réponse, mais rien n'est écrit. Donc, il y a eu des démolitions, il fallait que les bailleurs sociaux retrouvent leur quota de logements alloués. Bon, et pourquoi avoir mélangé? Celui qui me répondait est l'acteur de ce système, il n'a pas su me dire, il m'a dit, je ne me souviens plus Thierry, je ne me souviens plus. Ça s'est fait, ça s'est bien fait, on s'est mis autour de la table et on l'a fait. Ah bon. Donc ça n'est pas assumé. Puisqu'on n'en connaît pas les causes, on n'en connaît pas la genèse et on ne sait pas où on va. Et ensuite, je pense que, puisqu'on nous dit que ce ne sont que des problèmes, observons. Invitons ceux qui y habiteront demain à se réunir avec l'élu de quartier, avec le bailleur, avec le président de la copro ou la présidente, pour voir comment ça marche. C'est ça l'expérimentation. Je pense que, en fait, puisque c'est nouveau, la mixité, je vais quand même le développer tout à l'heure, au palier et à l'escalier, et non pas seulement à l'îlot, on a besoin d'expérimenter. Aujourd'hui, on fait un quartier nouveau et on va dire, sur 500 ou 1000 logements, il y aura 20, 30, 40% de social. Mais on ne mélange pas dans le même immeuble. On va mélanger à l'îlot. J'ai interrogé un maire à ce sujet, l'ancien maire de Saint-Ouen en région parisienne. Les docks de Saint-Ouen, c'est une ZAC de 100 hectares, écoquartier, labellisé tout ce qu'on voudra. Une très belle opération, magnifique. En périphérie de Paris, en limite. Hein. Saint-Ouen, c'est une ville limitrophe. Bordure de Seine, parc de 10 hectares, enfin, une architecture variée, que des plaisirs. Et cette dame me disait, c'est vrai ce que vous dites, parce que j'ai constaté que quand on a livré les îlots mixtes, mais pas les immeubles, les îlots mixtes, les locataires autour du bac à sable, les mamans, les locataires d'un côté, les propriétaires de l'autre. Vous avez raison, ça ne marche pas. On mixe sur le papier, mais on ne le fait pas dans la vraie vie. Il faut essayer votre truc. Bon, elle est plus mère, pas de bol. Mais je vais finir par en trouver un.
Voilà, donc assumer, ça veut dire que dans le projet de développement de la ville, la mixité n'est pas un accouski ou un supplément d'âme, c'est un élément du projet. Et ça prendra, la greffe prendra, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure et que je ne redéveloppe pas. Un plan marketing, ça veut dire que le promoteur se l'approprie également. À Nantes, je demandais à mon copain, je disais, alors comment les accédants réagissent-ils? Ils ont eu peur, ils ont demandé des rabais sur le prix? Pas du tout. Mais on est au pré gaucher Malakoff, les prix sont déjà très bas. Et donc, en fait, on mélange du social avec souvent de l'accession sociale, qui est encore un autre niveau de l'accession, qui est aidé, qui est encadré, des prix de marché stabilisés à la baisse, hein, avec une TVA à 5%, d'une TVA à 20%. Donc déjà, en termes de TVA, ça fait une économie de 15%. C'est pas rien. C'est là où en libre, on sera à 4 000, 4 500. Je ne connais pas les valeurs canaises. On sera en social à 3 200, 3 600 maximum. Et le prix du foncier est tel, à Paris intramuros, qu'il n'y a pas d'accession sociale. Ces prix-là sont impossibles. Autre problème. Donc on mélange qui on veut, du social locatif, de l'accession sociale, du social locatif selon les seuils avec du libre, etc. On peut faire ce qu'on veut. Mais il faut que le promoteur l'assume et que les gens qui achètent ne le découvrent pas quand ils arrivent dans les murs. Moi, personnellement, si ça fait baisser les prix, bah, tant mieux, parce que l'un des éléments de la crise du logement, c'est quand même les prix. Hein. Donc le droit au logement, ça passe par ou la capacité de payer son loyer ou la capacité d'acquérir. Il n'y a pas de raison que les beaux quartiers soient toujours les mêmes, après tout. Alors qu'est-ce que c'est ce nouveau mode d'habiter dans la mixité? Bon, ben, la définition est simple, hein, au palier. On ne fait pas de différence. Alors, dans l'escalier, au palier, peu importe, tout dépendra de comment on mixte et avec qui on mixte. Et puis ensuite, intergénérationnel, parce que ben, la société, on vit plus longtemps, et aujourd'hui, les exclusions du logement sont les jeunes, les vieux et les pauvres. Donc, si on veut mixer, il faut être intergénérationnel. La déclinaison de notre projet, c'est des équipements communs, des appartements évolutifs, la nature, la vie associative. Alors, les équipements communs, c'est une laverie commune, une cuisine commune, une conciergerie, si c'est un besoin avéré. Parce qu'il faut payer tout ça ensuite, hein, puisque qui dit mutualiser, on le trouve dans le prix. Qui paye, le locataire ou l'accédant? Ça, ce sont des questions concrètes qui se posent en amont, au moment du montage de l'opération. Tout n'est pas possible, même si on peut sûrement faire beaucoup de choses quand on en a la volonté. Mais néanmoins, il y a des réalités financières. Donc les équipements communs, la cuisine, j'aime bien, je l'ai vu en visitant des opérations en logement participatif, et puis des opérations exemplaires en bois à Saint-Denis qui ont été réalisées par... c'est pas Habitat Humanisme, c'est... Le nom m'échappe, excusez-moi, mais c'est une association foncière qui loge des locataires très sociaux. Et le pari, c'était de faire des grands appartements en bois, dans une petite unité, avec jardin, terrasse aménagée pour cultiver ce qu'on a envie, dans des bacs, salade, plus solarium. C'est-à-dire un cadre de vie sympathique, où l'air, la nature, le jardin, le toiture-terrasse, le loisir, la détente, sont des moments d'échanger, de vivre en copropriété, hein, et de vivre avec les autres. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Puis la cuisine, elle peut être... on peut faire ce qu'on veut, hein. On peut se réunir et débattre, on peut passer un film, on peut jouer aux cartes, et puis on peut faire la cuisine aussi et bien manger. Évolutif, c'est pas propre à la mixité, on peut faire ça sans mixité. Mais quant à faire la mixité, faisons-la bien. Donc, évolutif, c'est comment adapter l'appartement aux besoins d'une famille qui s'agrandit ou qui se rétrécit. Évolutif, c'est comment adapter l'appartement à celui qui vieillit et qui perd son autonomie. C'est très facile à faire et ça coûte pas cher, c'est très maîtrisé ça. L'adaptabilité et la réversibilité. Le rez-de-chaussée, le problème du rez-de-chaussée, le rapport intimité aux autres au rez-de-chaussée est plus compliqué, on le sait. Comment on le traite?
Autrefois, on surélevait et on avait traité le sujet. Maintenant, on a du mal à surélever pour des raisons financières. Enfin, soi-disant pour des raisons financières. Comment est-ce qu'on peut envisager la réversibilité d'un espace destiné à l'habitation en activité et réciproquement? La ville bouge et les besoins changent, mais l'immeuble est statique. Ça, c'est une grande question pour les architectes et pour les bailleurs et pour les gestionnaires. Ah, les gestionnaires, il faut que j'en parle. La nature, j'ai un petit peu évoqué. Le droit à la nature. Voilà, on y aspire tous, on en a tous besoin. Je suis parisien, Paris est irrespirable. Ça pue Paris, hein. C'est beau, mais ça pue. Et c'est de pire en pire. La vie associative, ça c'est son corollaire. Alors ça ne se décrète pas, on ne va pas dire les gens font ce qu'ils veulent. Néanmoins, la vie associative, c'est un gage pour le bien vivre ensemble, pour se comprendre. Et parce que il a fallu qu'on réfléchisse à, puisque ça ne va pas marcher votre truc, on cherchait les arguments pour que ça marche en fait. C'est ça qu'on s'est amusé à faire. Et on s'est dit, si on trouve un leader chez les locataires, un ou une leader chez les copropriétaires, on les met ensemble. Et la sauce, elle démarre. Et la sauce, elle fait ce qu'elle veut. Elle joue aux cartes, elle va au théâtre, elle garde les gosses à la voisine, elle voyage, elle fait des manifs, elle gueule contre le syndic, enfin, elle fait ce qu'elle veut. L'essentiel, c'est que la vie collective soit prise en main par ceux qui le veulent. Voilà. Et tous, plus ou moins tous, quel que soit leur statut d'occupation dans l'immeuble. Voilà, en quelques mots, ce que veut dire la mixité sociale et intergénérationnelle au palier, à l'escalier, dans le même immeuble. Alors il y a un enjeu, bien sûr, on ne peut pas évoquer l'immobilier ou le logement sans la question des coûts, l'enjeu foncier, la charge foncière, les innovations en cours. On n'invente rien, les Français, on est même en retard, avec le bail amphithéotique ou le bail à construction, qui sont des outils juridiques très anciens dans le droit français, mais peu utilisés, et dans le logement plutôt très très peu utilisés. L'enjeu foncier, c'est celui de la maîtrise foncière. L'intérêt sont les chartes promoteurs. Vous savez, c'est ces chartes que les villes font signer aux promoteurs sur la qualité, les objectifs qualitatifs et les objectifs de coût. Le promoteur qui veut acheter des droits à construire, il aura le permis s'il s'engage à ne pas dépasser un prix de vente de X. Et s'il s'engage à ne pas acheter la charge foncière à un prix de Y. La maîtrise des loyers et des charges, ça va de soi, parce que si on définit un bon concept qui est inabordable, ça ne sert à rien, ainsi que la maîtrise des ventes. Alors toujours dans alors je reviens un petit peu en arrière, mais les retours d'expérience. Les retours d'expérience, donc je disais tout à l'heure, oui, ça se passe bien, mais néanmoins, on sait bien que dans le domaine de la ville et du logement, il n'y a jamais eu de réponse définitive. Que nos aînés qui ont imaginé la ville merveilleuse, d'abord, ne pouvaient pas se poser les problèmes d'aujourd'hui, puisqu'on était hier, mais même en imaginant la ville merveilleuse, on sait bien aujourd'hui que de toute façon, il y a quand même des problèmes. C'est la vie, hein, c'est la vie des hommes et des femmes, c'est inévitable. Surtout dans ce processus de densification, d'urbanisation, d'accélération. Alors, le retour d'expérience, c'est le suivant. Pour résumer, je crois que le premier problème, c'est la gestion de l'immeuble. On va avoir des locataires qui vont acquitter leur loyer et leurs charges auprès d'un bailleur social qui est copropriétaire de l'ensemble des lots à louer, et on va avoir des propriétaires indépendants, personnes physiques. Enfin, après, on peut tout imaginer, des personnes morales, peu importe, mais on va dire des familles, des ménages. Question concrète, il faut rénover l'immeuble. Il faut ravaler, il faut refaire la toiture, il faut faire l'étanchéité, l'ascenseur n'est plus aux normes. Qui paye? J'ai rencontré, avec Marie-Hélène, nous avons rencontré le directeur général de la RIVP, la Régie immobilière de la ville de Paris, qui est un type super sympa. On est resté 1 heure avec lui, et il nous dit, votre truc, de toute façon, j'ai l'ordre de le faire. C'est ce que veut la municipalité parisienne. Parce qu'on n'a pas de place, nous, pour construire que des ensembles sociaux, donc on est obligé de mélanger. Bon, on regarde, oui, bien sûr, super. Et j'ai l'ordre, 2, ça existe, et je peux vous dire comment ça marche.
Et là, concrètement, au moment où la copro doit voter les travaux, voilà ce qui se passe. Enfin, lui, son expérience. Les copropriétaires privés ne veulent pas payer. Pourquoi? Parce que vous, la RIVP, vous êtes richissime, donc vous pouvez payer pour nous. Bah, moi, je dirais que c'est... Bon, alors on s'est marré. Ils ont raison, les copros, c'est bien vu. Moi, je suis en copropriété, sans la RIVP. Quand il faut voter les travaux, ça met des années. Hein. C'est la vie des copros. Il y a celui qui est pour, il y a celui qui est contre, il y a celui qui va vendre. Vous connaissez tout ça. Hein, une copro, c'est compliqué. Hein. Donc, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi le bailleur social devrait-il refuser des problèmes qu'il a déjà identifiés? Donc, si on les a identifiés, on est capable de les résoudre. Déjà. Et après, si ça met du temps, ça met du temps. À Nantes, mon copain me dit « Ah non, c'est pas du tout ça. C'est que les copros veulent faire les travaux, mais au moment d'obtenir son financement, le bailleur, bah, ça ne marche pas. Il n'a pas son financement, donc il dit à la copro bah, « ça attendra ». Donc les copros ne seront pas contents. Bon, voilà, c'est ce genre de problème très concret. Hein, quand il faut ravaler ou changer l'ascenseur, c'est concret. Je raconte ça sur le mode amusant, mais néanmoins c'est concret. Mais je dirais que ce n'est pas exceptionnel, ça existe dans toutes les copropriétés et ça n'empêche personne d'avoir envie d'acheter. Donc ça, c'est le risque de gestion. À la revente, prenons l'exemple de l'immeuble nantais, ce sont des accédants sociaux qui ont acquis, qui s'engagent à ne pas... Donc ils ont un droit de levée d'option, ils sont d'abord locataires ou immédiatement, en général, au bout de 2 ans. Et au bout de 7 ans, ils ont le droit de revendre. À qui vont-ils revendre ? Donc, s'ils revendent, il y a des gens qui... C'est qui ? Ce n'est pas des accédants sociaux qui ne seront pas financés. Ce sont des accédants sur le marché libre. On ne sait pas comment ça va se passer et on ne sait pas s'il y aura un marché. Je pense que la réponse, bon, d'abord, c'est de voir, puisqu'on est prévenu. Et ensuite, il y a plusieurs réponses possibles. Et il y en a notamment une qui est identifiée comme un des leviers de la rénovation du logement social et de la réponse... aux aspirations des gens, c'est le parcours résidentiel. On pourrait très bien proposer à un locataire de devenir à son tour accédant. 1, il faut qu'il le veuille. 2, il faut qu'il soit financé. Aujourd'hui, rien n'est prévu pour ça. Donc il faudrait que le bailleur social, puisqu'il en a le droit selon son statut, qui fait de l'accession sociale, accepte de se porter acquéreur. Voilà. Donc ça veut dire encore des discussions, encore des arbitrages, peut-être de la législation, mais on est capable d'inventer des mécanismes, de prévoir, puisque dès lors qu'on identifie, dès lors qu'on est capable de se parler, en sachant que les intérêts ne sont pas forcément convergents au départ, on doit pouvoir trouver des solutions. Le risque de gestion, le risque de la revente, le risque Pinel, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, c'est le locataire de l'investisseur Pinel qui s'en fiche un peu, quoi. Voilà. Hein. Donc ça, c'est comment on vit ensemble. Et je pense que la réponse évoquée de la charte, je n'ai pas dit, la charte de l'immeuble, la charte des habitants, l'association, les biens communs, tout ce qui fait du commun, tout ce qui fait du sens pour se dire bonjour et voir aller un petit peu plus loin que ça, sont des réponses possibles. Après, évidemment, il faut avoir envie de faire l'expérience et il faut être capable de tirer les enseignements de l'expérience. Et là, on ne sait pas. On ne le fait absolument pas. Il n'y a pas d'observation. Donc, en fait, si on entend parler de rien, c'est que ça va bien, mais c'est tout. Voilà l'une des limites du système. Alors, les facteurs de succès, je vais bientôt terminer. Donc, je suis parti du constat du tous propriétaire, qui est intrinsèquement exclusif, qui va fabriquer des problèmes de vivre ensemble, de ségrégation et d'entretien du parc, pour dire qu'objectivement, dans les processus de la ville, il y a déjà une réalité naissante qui est celle de la mixité. Après, j'ai évoqué comment ça marcherait dans l'immeuble. J'ai évoqué tout à l'heure les retours d'expérience et maintenant les facteurs de succès. Donc, je crois que je l'ai dit en substance, ou même plus que ça. Le premier facteur, c'est d'être capable de partager une volonté. Voilà. Donc pour ça, il faut mettre les choses sur la table. Et il faut une volonté forte, et c'est pas facile, puisque le permis de construire, c'est l'élu, l'investisseur, c'est le promoteur, qui lui fait de la marge.
Si vous mixez, vous baissez sa marge. Donc le promoteur ne sera d'accord que si le maire lui dit « je te donne le permis si tu mixtes ». Donc sur les épaules du maire, il y a déjà beaucoup. Il faut qu'il ait envie de lui dire, il faut qu'il soit capable de lui dire. Ce n'est pas tout le monde. Et puis il y a les bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux, je l'ai évoqué, sont réticents à cette mixité pour les raisons que j'ai dites. Et puis parce qu'il y a un problème culturel chez les bailleurs sociaux. On a un très grand mouvement du logement social en France qui vient de faire congrès. Vous savez qu'en quantité, le plus grand parc social d'Europe est en France. Alors tout est relatif à la population, évidemment, mais en volume, ça doit faire 4,8 millions. C'est le plus grand parc social de France. Et malgré les baissons et tous les dispositifs, etc., le logement social continue d'innover, de produire, de loger. Pourquoi ? Bon, il a une histoire qui remonte au HBM, en fait, à la fin du 19e siècle. C'est toute une histoire. D'ailleurs, on dit comment on appelle ça ? Le mouvement HLM. Eux-mêmes s'appellent le mouvement HLM. Alors ça, on ne dit plus HLM, on dit, mais c'est le mouvement. C'est étonnant, hein, cette appellation. Parce qu'il y a une histoire et parce qu'il est très local. Ce n'est pas une autorité technocratique centralisée qui décide. C'est très local. C'est intéressant, ça, par rapport au développement des villes, par rapport au phénomène d'accélération, de densification, de financiarisation. C'est très local. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais je pense qu'il y a plus de bons que de moins bons. Mais ce mouvement divers et enraciné localement et historiquement, il a ses lenteurs aujourd'hui. Il a ses lacunes, c'est normal, c'est comme tout corps social, comme tout corps humain. Et si on dit au bailleur, parce que c'est une condition de réussite, maintenant tu vas être le syndic de la copro. Alors là aussi, il y a des expériences. Pourquoi être le syndic ? Parce que c'est toi qui es le plus proche de tes locataires, que tu connais personnellement. On a travaillé, hein. Et là, j'ai tout entendu. Non, peut-être pas tout, mais j'ai entendu. Mais jamais de la vie, c'est pas mon métier. Ah, mais je l'ai déjà fait, je ne veux plus le faire, ça rapporte rien, que des problèmes. Parce que je vais quittancer, et puis je joue le boulot du syndic, et je prends 2 € sur la facture. J'ai pas le personnel pour ça, j'ai pas envie, et puis j'ai la double casquette du bailleur et du syndic, et je ne sais pas jouer sur les 2 casquettes. Ça, je n'ai pas encore trouvé la réponse. J'entends, mais je n'ai pas encore trouvé la réponse. Elle existe, sûrement. Et on la trouvera quand on se mettra autour de la table pour vraiment traiter le sujet. Il n'y a aucune raison qu'on ne la trouve pas. Donc le bailleur, c'est un facteur de succès, et aujourd'hui, il est plutôt réticent. Et je disais tout à l'heure, le maire qui donne le permis est celui qui décide, parce que c'est lui qui fait partager sa vision de ville, etc. Et qui donne le permis, donc il a un levier. Voilà. Mais ça fait beaucoup sur les épaules d'un seul. Mais je crois que j'arrive à la fin. Voilà, alors bon, il fallait une conclusion. Bon, moi je crois que s'il y a 400... Moi mon rêve c'est ça en fait, c'est que si... J'ai écrit 800, après j'ai mis 500. Frédéric, tu sais toi combien il y a de projets en France ? Combien ? De projets urbains en France ? 800 ? Oui, peut-être. Tu sais pas ? Bon, des centaines. Moi, mon projet, c'est un immeuble mixte par projet. S'il y a 500 projets, ça fait 500 immeubles. S'il y a 50 logements par immeuble, ça fait 25 000 logements. Il y a de quoi, là, expérimenter. Ça reste marginal, hein, 25 millions de logements en France. Donc ça reste marginal. Mais ça existe. Et ce n'est pas utopique. Il suffit, entre guillemets, de le vouloir. Voilà. Merci beaucoup, Thierry Pozzo. Peut-être, avant de passer à la conférence suivante, et puis on rediscutera après à la fin, mais peut-être quand même quelques petites questions avec des réponses courtes. Je reviens au tout début sur la question de la propriété qui est promue comme un rêve et qui finalement est un peu un obstacle au développement d'un logement social de qualité. Malgré tout, on peut difficilement aujourd'hui reprocher aux gens qui cherchent à s'endetter pour un logement, sachant que justement ils s'endettent avec des taux qui sont de 1, pas grand-chose. Donc aujourd'hui, ça paraît quand même être
une solution intéressante. Et en plus, c'est peut-être ça qui fait que cette année sera à nouveau une année où on construit beaucoup de logements. Et même si on n'atteint pas les 500 000, on aura largement progressé par rapport aux années antérieures. C'est un commentaire, mais en même temps, c'est pour savoir ce que tu en penses. Bah, je partage, mais je mettrai des nuances. Tout à l'heure, j'ai évoqué le chiffre de 65-70% de propriétaires comme objectif national. Ça veut dire que ce sont les plus pauvres, les revenus les plus bas, qui vont devenir acquéreurs. Pourquoi pas? Et en effet, avec ces taux-là, ça peut être intéressant. Néanmoins, aujourd'hui, les prix sont élevés et le risque, c'est celui de la perte de l'emploi. Hein. C'est ça le risque principal. Et ensuite, le risque, c'est de ne pas être capable de faire face aux charges qui vont venir dans le fonctionnement de la copropriété. Néanmoins, effectivement, il y a un engouement pour l'accession à la propriété parce que quand on accède, on a le sentiment d'accéder à un statut social et on a l'espérance de se protéger pour demain. C'est fondé. Voilà. Mais... Et le poids de la société civile dans tout ça, parce qu'effectivement, c'est la société qui peut pousser vers cette manière de concevoir le logement. Oui, et donc c'est pour ça que je dis que c'est un processus qui intrinsèquement produit de l'exclusion. Parce qu'il y a des gens qui n'y accéderont jamais ou qui y accéderont temporairement et qui vont sortir de ce statut parce qu'ils ne pourront pas faire face à leurs obligations. Malgré tout, l'idée de faire de la mixité au niveau du palier, on peut se demander s'il n'y a pas dans la manière d'arriver à cela une façon un peu dirigiste. Pour y arriver, il faut être relativement dirigiste. Est-ce que ce n'est pas antinomique avec le souhait de se loger chacun un peu comme on le souhaite? Non, c'est pas dirigiste du tout parce que chacun fait comme il le veut et si on ne veut pas habiter un immeuble mixte, on n'habite pas un immeuble mixte. C'est pour la liberté totale pour chacun. Donc il ne faut surtout pas être dirigiste. D'ailleurs, si on était dirigiste, on irait droit dans le mur. J'espère que j'ai su dire l'inverse. Le contraire, c'est qu'il faut être volontaire et il faut avoir confiance. Après, il y a les aspects économiques. Parce que, autre question, je suis capable d'être acquéreur, je choisis un immeuble mixte ou un immeuble pas mixte. Moi, de mon point de vue, l'immeuble mixte doit être moins cher. C'est le risque de la revente, d'ailleurs. C'est qu'à la revente, s'il y a d'autres biens en concurrence, ce n'est pas forcément le bien dans un immeuble mixte qui sera le plus valorisant, le plus valorisable. Donc il y a aussi une motivation économique qui me paraît importante et je pense que les immeubles mixtes auront une vertu, c'est d'être plutôt anti-spéculatifs. Alors il faut distinguer les marchés tendus et les marchés moins tendus. Par exemple à Nantes, au Pré-Gaucher, l'accession c'est 2500-2800 du mètre carré. Paris c'est 10 000. Et ainsi de suite. Donc, le marché lui-même dans certaines régions, mais Nantes c'est la 7e ou la 8e métropole française, donc c'est pas rien. Le marché lui-même à 200 mètres, 300 mètres de la gare TGV est plafonné. Il n'y a rien besoin de diriger. C'est le marché lui-même qui fixe la règle. La construction, d'une manière générale, de logements neufs représente à peu près 1% du parc aujourd'hui. Est-ce qu'on sait la proportion de ce qui est le social, par exemple tout ce qui serait le Besson et autres, enfin tous ces dispositifs? Alors je n'ai pas les derniers chiffres, mais déjà dans les 110 à 120 000 logements vendus par les promoteurs, l'essentiel à nouveau, c'est de l'investissement. Ça n'est pas de la vente à accédants occupants, c'est de la vente à investisseurs. Le cadre qui prépare sa retraite et qui va louer.
Jusqu'en 2008, la proportion était, chaque année croissait, en faveur de l'investisseur jusqu'à 75%, et avec la crise de 2008 et 2012, ça s'est inversé. Et à nouveau, les investisseurs reviennent très fortement parce qu'ils veulent profiter des taux bas, mais il est vrai qu'il y a également un redémarrage de ce qu'on appelle le primo-accédant, c'est-à-dire du ménage qui investit pour la première fois et pour occuper lui-même. Les chiffres, j'ai les chiffres de 2015 en tête. On devait être environ à une production de 400 000 logements. On devait être à 120 000, 130 000 logements sociaux. Voilà. Et cette année, on va pousser vers les 500 000 et tout va suivre. Je pense pas qu'on ne sera pas aux 500 000 cette année, si. Non. Mais on est en croissance quand même. Ça sera une année forte. Et dernière petite question, puis après on reviendra dans le débat. Est-ce qu'on a parce que finalement ces dispositifs, depuis Besson jusqu'à Pinel, sont des dispositifs où tout le monde est perdant, aussi bien celui qui investit, qui au bout de 9 ans, on se rend compte qu'il a peut-être défiscalisé, mais alors il a un bien sur les bras qu'il ne sait pas revendre, et finalement, globalement, son opération est peut-être pas profitable. Et puis évidemment, le locataire, il est aussi dans une situation qui n'est pas favorable. Est-ce qu'on a une chance, dans un avenir proche, on va avoir des élections importantes l'année prochaine, de sortir enfin de ces dispositifs? Parce qu'on voit bien que tous les gouvernements qui se sont succédés les ont inventés les uns derrière les autres, jusqu'à y compris même une ministre écologiste. Alors, contradictoirement, moi j'aime bien le dispositif Duflot-Pinel. Parce qu'il a, d'abord parce qu'il a des résultats concrets, c'est le redémarrage de l'investissement du bâtiment qui à nouveau embauche. Après, on pourrait dire ce serait mieux d'orienter l'épargne pour investir chez Alstom au hasard. Sûrement. Mais il se trouve que c'est pas comme ça. Voilà. Pourquoi je dis que j'aime bien? Parce que Duflot a... C'est pas du tout partisan mon propos, hein, je ne tire aucune conclusion. Mais objectivement, Duflot a trouvé les bonnes réponses aux excès du cellier. Donc avant, c'était le sénateur ou député, je ne sais plus, Cellier, qui a fait la loi qui suivait de Robien. Et le résultat de Cellier, ça a été la croissance de l'investisseur jusqu'au krach de 2007-2008, mais avec des excès incroyables. À savoir la production de 50 000 logements vides qui avaient trouvé acquéreurs, mais vides. Les acquéreurs investisseurs qui espéraient défiscaliser, il y en a eu 50 000 en France, ont acheté des biens pour lesquels ils n'ont jamais trouvé locataire. Ça veut dire que les promoteurs et leurs agents commerciaux ont commercialisé des biens dans des lieux où il n'y avait pas de marché. Ça, c'est l'effet Cellier. Le gain facile, rapide, on ne visite pas, on ne sait pas où c'est, on habite Paris et puis on reçoit un prospectus, c'est pas cher, Angoulême. Ah, j'achète à Angoulême, vite. Et puis à Angoulême, il n'y a pas de locataire au loyer espéré pour rentabiliser l'acquisition. Donc là, il y a une véritable spoliation. Et il y a des gens qui ont cru faire de l'immobilier alors qu'ils auraient dû faire autre chose. Parce qu'en immobilier, il y a une règle, hein, c'est la localisation. Et la pierre, ça se touche, ça se voit et ça se touche. Et on aime ou on n'aime pas. Et si on n'aime pas, on s'en va. Voilà. C'est la base. Il n'y a pas besoin de faire de grandes études, c'est la base. Donc Duflot a réglé ça, de même que elle a étendu Duflot ou Pinel, ou les deux, je ne sais plus. Je crois que c'est Duflot. Elle a étendu la défiscalisation à 12 années. Elle a refondu des zones pour éviter l'effet Cellier. Elle a replafonné les loyers de telle sorte que ces excès, ces spoliations ne se produisent pas. Voilà. Donc je pense que c'est pas mal. Et donc la défiscalisation, c'est bien à partir de Duflot, en quelque sorte, si je comprends bien. L'idée ne lui appartient pas. Donc la défiscalisation, elle vient
de la volonté d'orienter l'épargne vers l'immobilier pour construire des logements à la place des financements d'État. En fait, c'est ça, c'est le désengagement de l'État des années 70, tendance générale en Europe, mais il faut quand même faire des logements. On a une croissance démographique, bon, donc on a des besoins auxquels il faut répondre, et l'une des réponses, c'est de faire payer l'épargnant, qui y va avec grand plaisir. Donc pour la carotte de l'épargnant, c'est la défiscalisation. C'est ça le principe. Merci Thierry Pozzo, on va en rester là pour l'instant. Mais...